Bien, mesdames, messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais remercier de votre invitation, je vais le prendre comme ça, de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Par contre, après un tel panégyrique, ça met une telle pression qu'on a peur de ne pas pouvoir arriver à atteindre les objectifs que vous m'avez fixés. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire une chose. Vous voyez, vous vous posez la question de bien-être au travail et performance de l'entreprise. Je le comprends parfaitement. Si les gens ne sont pas bien au travail, c'est difficile de construire une performance. Ça va de soi. Et en même temps, je comprends pourquoi vous posez cette question, parce qu'il y a un problème de bien-être au travail, il y a un problème de dégradation du travail aujourd'hui, qui n'est pas un problème nouveau, hein, c'est quelque chose qui se produit en longue période. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce problème de dégradation des conditions du travail, pas des conditions de travail, de l'aspect ergonomique, mais des conditions du travail, c'est-à-dire dans quel type d'organisation on travaille, eh bien, ces problèmes de conditions du travail amènent à des phénomènes de retrait. Et ces phénomènes de retrait du travail posent des problèmes aux entreprises qui jusque-là n'ont pas su très bien y répondre. Et on est aujourd'hui dans cette situation, et c'est pour ça que la question qui vous occupe aujourd'hui est une question tout à fait légitime, et elle ne vous est pas spécifique, vous vous en doutez bien, hein, elle concerne... Alors, est-ce qu'elle concerne tous les pays du monde? À tout le moins, concerne-t-elle tous les pays développés, les pays en voie de... Enfin, les pays émergents, comme on dit, hein, ont d'autres soucis que cela. Alors, comme on ne trouve pas de solution à des problèmes qu'on ne connaît pas, et même si c'est une tentation hein, de trouver des solutions sans savoir quel est le problème, c'est une grande tentation. Hein. D'ailleurs, il y a même quelquefois, j'entends cette phrase stupide, ne me posez pas de problème, donnez-moi des solutions. Vous voyez, donc c'est quand on aura le problème qu'on pourra se demander quelle est la solution. Et plus on comprendra quel est le problème, et plus on comprendra quelle est la solution. Donc, je vais essayer un petit peu rapidement de dire pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui d'engagement au travail et pourquoi la situation présentement ne s'améliore pas. Alors, pour ce faire, on va faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé dans l'évolution des organisations. Alors, peut-être il faut que je dise un mot, parce que ce n'est pas simplement parce que je suis sociologue des organisations, comme vous l'avez dit gentiment, hein, donc j'ai... comme dit l'autre, j'ai une bande passante étroite hein, qui est uniquement l'aspect sociologie des organisations. Ce n'est pas simplement à cause de cela que je vais insister là-dessus, mais il me semble, et il y a un relatif accord là-dessus, que c'est probablement le facteur principal aujourd'hui de dégradation du bien-être au travail. Donc je vais axer mon propos sur les organisations. Alors, il faut bien faire attention, hein. Quand je parle des organisations, de l'évolution des organisations, je ne parle pas des structures. D'accord ? Généralement, on fait la confusion. Quand on parle d'organisation, on pense à structure, règles, procédures, etc., etc. Mais ce n'est pas ça, une organisation. Si c'était ça, ce serait assez simple. D'ailleurs, je suppose que dans cette salle, peut-être vous allez me contredire, personne n'est assez naïf pour penser que les organisations fonctionnent suivant leurs règles. Je suppose que, enfin, je vous le souhaite. Alors, quelquefois, quand je dis ça, il y en a qui me disent « Ah, mais vous êtes un anarchiste ». Un peu, mais pas totalement. Alors, et quand ils ne me croient pas, je leur dis « Écoutez, si vous ne me croyez pas, réfléchissez à un point. Comment vous appelez ce type de situation ?» En français, d'ailleurs, l'expression française... est bonne, quand à un moment donné, dans n'importe quelle organisation, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui protestent, qui veulent obtenir quelque chose. Pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir, ils veulent faire une pression maximale sur leur management, et pour faire cette pression, ils décident subitement de strictement appliquer toutes les règles et les procédures. C'est marrant, on appelle ça, autant que je sache, la grève du zèle. C'est formidable. D'ailleurs, ça ne nous est pas spécifique. Figurez-vous que nos amis anglo-saxons ont une expression bien plus directe pour parler de la grève du zèle. Ils appellent ça « working to rule ».
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? I'm just working to rule. C'est-à-dire, j'applique les règles, ce qui veut dire je suis en grève. Vous voyez, c'est la grève du zèle, eux aussi être en grève. Vous voyez, c'est fort bien. D'ailleurs, ce que je dis là, tout le monde le sait. Je ne vous l'avais pas appris maintenant, par définition, mais ça n'empêche personne de toujours produire plus de règles, de procédures, de process, d'indicateurs et de tout ça dans nos organisations, mais en espérant que les gens seront assez intelligents pour ne pas les appliquer, parce que si jamais ils les appliquaient, ça voudrait dire qu'ils seraient en grève. C'est quand même un des plus formidables paradoxes du management, ce qui d'ailleurs vous indique que la plupart des règles, des procédures et tout ça qui sont émises dans les entreprises ne le sont pas pour résoudre des problèmes, ils le sont pour couvrir ceux qui les émettent, ce qui est tout à fait différent. Et donc, ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est que derrière les structures, les règles, les procédures, il y a une réalité, ce que moi j'appelle quelquefois la réalité vraie. Et je suis très content parce que c'est celle dont vous avez parlé, c'est-à-dire la réalité humaine, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'une organisation, c'est fait fondamentalement de ce que font les gens. Voilà, c'est ça une organisation, c'est ce que font les gens. Et d'ailleurs, du coup, ça vous indique pourquoi ce que l'on appelle quelquefois la gestion du changement est quelque chose d'aussi difficile. Parce que si une organisation, ça n'était qu'une structure, changer les organisations, ça consisterait à changer les structures, ce qui est raisonnablement facile. En plus, quelquefois, j'allais dire tout le monde s'en fout, mais pas totalement. Quand on veut changer les structures, ça inquiète les chefs. Parce que les chefs, ils ont peur qu'on leur bouffe une partie de territoire. Voilà, c'est pour ça. Mais autrement, ce n'est pas parce que vous changez une structure que vous changez ce que font les gens. Par contre, si vous comprenez qu'une organisation, c'est fait de ce que font les gens, alors changer les organisations, c'est changer ce que font les gens. Et c'est quand même, il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures, c'est quand même nettement plus difficile de changer ce que font les gens que de changer les structures. Or, ce qui est très important à comprendre, c'est que depuis des années maintenant, moi j'allais dire depuis le premier choc pétrolier de 1974, nos organisations ont subi une véritable révolution. Et c'est cette révolution-là qui pose problème encore aujourd'hui. Vous allez voir comment petit à petit elle a produit du mal-être au travail et même, comme vous le savez tous, dans certains endroits, ce qu'on appelle des problèmes psychosociaux. J'espère qu'il n'y en a pas chez vous, mais vous avez bien vu dans les entreprises ces phénomènes psychosociaux dont on ne peut pas dire qu'ils traduisent du bien-être au travail. On ne peut pas dire ça comme ça. Alors, pourquoi je dis que les entreprises subissent une véritable révolution? Eh bien, si vous regardez une des caractéristiques de nos économies depuis le premier choc pétrolier, c'est fondamentalement ce qui se caractérise par ce que moi j'appelle la victoire du client. Alors, il faut expliquer ce que l'on veut dire par la victoire du client, parce que ce n'est pas tout à fait ce que me disait ma grand-mère quand elle me disait le client a toujours raison, vous voyez, le client est roi. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Réfléchissez à un point. Pendant toute la période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à ce fameux choc pétrolier de 1974, ce qui caractérise fondamentalement cette question, cette période, du point de vue de notre économie, c'est que ce qui est rare, ce sont les produits. Les produits sont rares. Nous sommes dans une période de rareté des produits. Mais vous pouvez en prendre des exemples extrêmement... Tenez, on va prendre l'exemple de ça. Vous voyez ce petit truc-là, vous avez tout ça maintenant, c'est obsessionnel, c'est tout ce que vous voulez. Bon, avec ça, vous téléphonez rapidement. Eh bien, je vais vous dire, moi je suis un périgourdin, travailleur immigré à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, dans les années, je ne me souviens plus d'ailleurs, 67, 68, j'ai demandé le téléphone, ça n'existait pas ça, j'ai demandé le téléphone. C'est normal, vous allez dans une... Vous savez combien de temps il m'a fallu pour obtenir le téléphone? Vous n'avez pas d'idée? Je dis ça pour les plus jeunes surtout, parce que comme ça va les faire sursauter. Eh bien, il m'a fallu 2 ans pour obtenir le téléphone. Vous voyez, 2 ans, et encore au bout d'un an, c'est pas un fournisseur, comme on dit aujourd'hui, Bouygues, SFR, etc. C'est le ministère des Postes et Télécommunications qui me l'attribuait. Et encore au bout d'un an, m'a-t-on attribué l'appareil, mais sans ligne.
Mais on est venu chez moi, on m'a posé l'appareil, là, vous savez, le truc, là, le téléphone fixe, que j'ai mis dans l'entrée, puisque c'était un signe de reconnaissance sociale. C'est-à-dire, ah, il a le téléphone. C'était comme ça. Et un an après, on m'a mis une ligne. Et je n'ai pas protesté, hein, parce que si j'avais protesté, ça aurait été 4 ans, à mon avis. Hein. Donc, j'ai rien dit, j'ai dit merci monsieur, c'est gentil, etc. etc. Aujourd'hui, vous voyez, il se trouve que je ne vais pas citer, dans mon activité de conseil dont vous avez parlé, je travaille pour un des fournisseurs, comme ils disent. Ces gens-là, ils travaillent sur ce qu'ils appellent le process d'activation. C'est-à-dire combien de temps il y a les ados, nos ados, ou nos post-ados, mais c'est pas pareil, c'est à peu près pareil parce qu'ils ne changent pas beaucoup entre les deux phases, eh bien, combien de temps ils sont disposés à attendre entre le moment où ils achètent le truc, la puce, et le moment où ça marche. Pardon ? Alors, ils n'y arrivent pas. Ils travaillent sur des processus d'activation à 5 minutes. Vous voyez, donc, et vous savez bien comment ça se passe. Si ça ne marche pas, on a beau essayer de bloquer les ados en leur disant le contrat, etc. Ils se débloquent tout seuls, ils sont capables d'aller d'un fournisseur à l'autre, etc. Un autre exemple pour vous faire, bien que vous compreniez bien ce qu'est la rareté du produit. Vous voyez, vous avez dit gentiment que j'étais prof à l'INSEAD. Alors, l'INSEAD, c'est à Fontainebleau. C'est une business school, comme on dit à Fontainebleau. C'est situé à 60 km au nord de Paris et ça compte 20 000 habitants. Et d'ailleurs, depuis des années, ça compte 20 000 habitants, ça n'a pas changé. On a fait une petite expérience pour nos étudiants de MBA pour leur faire comprendre ce que je suis en train de vous décrire. Vous voyez, si au lieu d'être en 2013, vous étiez en 1900... je ne sais pas moi, 73, c'est-à-dire il y a donc 40 ans, c'est ça, ça fait ça, voilà. Il y a 40 ans. Vous êtes, au lieu d'être ici, dans cette salle, vous êtes à Fontainebleau et vous vouliez acheter une voiture. À votre avis, il y a 40 ans, dans une petite ville française, à 60 km au sud de Paris, il y avait combien de marchands de voitures? Vous avez une idée de ça? Il y en avait un. Et par définition, comme on est en France, c'était Renault, hein, y a pas, et c'était même, on l'a regardé de près, c'était même une succursale Renault. C'est pas une concession, c'est pas un gars qui a pris un panneau, vous voyez, c'est une succursale, c'est-à-dire créée par Renault dans une logique que l'on pourrait appeler une logique d'aménagement du territoire. Et si vous vouliez acheter une voiture, vous alliez trouver le gars et vous disiez bonjour monsieur, je veux une voiture. Oh, il vous répondait une voiture. Attendez une seconde. Hein. Donc il prenait son téléphone, il appelait sa direction commerciale de zone, son collègue de Melun, etc. Et puis il venait vous voir à peu près 2 heures après en me disant vous avez de la chance. Vous voyez la notion du client chanceux. Hein, c'est parce que je viens recevoir 2 dans 3 mois. Donc il y en a une bleue et une blanche. Alors la bleue, je l'ai vendue, vous aurez la blanche. Et vous courriez chez vous et vous buviez une bouteille de champagne ou de mousseux, selon vos moyens, pour célébrer le fait que vous étiez assez vénard pour avoir une voiture. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont du mal à me croire, parce qu'on ne se souvient plus de ces périodes-là, vous voyez, j'ai regardé les bouquins de marketing. Dans les bouquins de marketing, dans les années 70, ils classaient l'achat des voitures. Vous savez, les marketeurs classent les actes d'achat selon ce qu'ils provoquent comme réaction psychologique. Hein. Donc, ils classaient l'achat des voitures dans les achats ludiques. Formidable, c'est-à-dire ça provoque la joie, l'achat de la voiture. Aujourd'hui, les mêmes spécialistes classent l'achat des voitures dans les achats anxiogènes. Et qu'est-ce qui crée l'anxiété dans l'acte d'achat ? C'est le choix. C'est le choix. Au moins, quand vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas être inquiet de vous tromper, puisque de toute façon, c'est la seule que vous pouvez acheter. Alors donc, il n'y a pas de problème, vous ne vous trompez pas. Et effectivement, aujourd'hui, dans Fontainebleau, si je ne me suis pas trompé, il y a combien de marchands de voitures pour une population équivalente? Si on ne s'est pas trompé, il y en a 13. Et on est passé d'un marchand de voitures à 13 marchands de voitures. Et on a fait une petite expérience sur 4 marques qui sont des marques moyennes, celles que vous, moi, on pourrait acheter. On a pris Fiat, Volkswagen, Peugeot et Renault. Oui, c'est pas Rolls-Royce, hein, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Eh bien, sur ces 4 marques de voitures, il était possible de quitter l'INSEAD à 2 heures, d'être de retour à 17 heures avec une voiture. Elles avaient toutes du stock. Il était possible d'avoir son assurance, son numéro d'immatriculation, son crédit,
Il suffit que la personne rentre les chiffres pour avoir le crédit et on obtenait entre 8 et 12% de remise sur le prix de chaque voiture. Eh bien, le passage d'une situation à une autre, c'est une révolution. Vous ne comprenez pas encore pourquoi c'est une révolution du travail, mais c'est une révolution, parce que ça veut dire qu'il y a 10, 20, 30 ans, ça dépend du business dans lequel vous êtes. Ce qui était rare, c'était le produit, alors que ce qui aujourd'hui est rare, c'est le client. Fondamentalement, ce à quoi on a assisté à travers toute cette période, c'est à une inversion de la rareté entre le produit et le client. Pendant toute la période où le produit était rare, c'est le producteur qui a dominé son client. Aujourd'hui, c'est plutôt le client qui domine le producteur. Et donc, la question qui s'est posée, c'est mais pendant que le producteur a dominé son client, au fait, qu'est-ce qu'il a fait du pouvoir qu'il avait sur son client? Comment les producteurs ont utilisé leur situation de domination par rapport au client? Alors, vous pourriez me dire qu'il y a une chose qui est évidente, c'est en pratiquant des prix élevés. Ça va de soi. Hein. Regardez la baisse des voitures, la baisse, si vous les prenez en francs courants, la baisse des voitures, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Et la progression en qualité avec la baisse du prix relatif. Mais regardez même, puisque j'ai parlé du téléphone, regardez, combien de temps va-t-il falloir pour que le téléphone fixe soit gratuit? Il l'est déjà en grande partie d'ailleurs, le téléphone fixe gratuit avec les box et compagnie, etc. Mais essayez pour les plus anciens de vous souvenir combien vous payiez le téléphone auparavant. C'était absolument extraordinaire. Donc vous voyez, tant que ça a été possible, les fournisseurs ont pratiqué des prix très élevés. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport au sujet qui est votre préoccupation aujourd'hui, c'est de comprendre que pendant tout le temps où le producteur a dominé le client, ce producteur ne s'est organisé, c'est-à-dire n'a décidé des façons de travailler, hein, non pas les structures, mais les façons dont les gens allaient travailler, qu'en prenant en compte ses propres problèmes à lui. Et il a bâti des organisations, ce producteur, qui étaient bien plus destinées à protéger les gens qui travaillaient chez lui qu'elles n'étaient destinées à servir les clients. Si vous m'autorisez un instant à utiliser un mot de jargon sociologique, excusez-moi, hein, pendant tout le temps où ça a été possible, le producteur a construit des organisations endogènes, c'est-à-dire fondamentalement tournées vers elles-mêmes. Alors, dans le fond, quelles sont les deux préoccupations majeures qu'a tout producteur? Que vous soyez un producteur industriel d'un bien ou que vous soyez le producteur d'un service. Eh bien, tout producteur a fondamentalement deux préoccupations. La première, c'est des préoccupations techniques. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez à produire un bien ou un service, vous avez un certain nombre de tâches à effectuer. Eh bien, tout naturellement, vous vous êtes organisé sur la succession des tâches que vous aviez à accomplir. Et on a bâti, à nouveau, excusez-moi le jargon que je vais utiliser, des organisations qui sont segmentées et séquentielles. Vous voyez ce que ça veut dire, les organisations segmentées et séquentielles? Segmentées, c'est chacun travaille dans son silo, peinard, parce que les silos, maintenant, tout le monde considère que c'est pas bien, les silos, tout ça, on est en silo. C'est pas vrai. C'est formidable, les silos. On ne dépend de personne dans les silos. Vous vous la paix dans les silos, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de dire qu'on travaillerait mieux, je vais y revenir, de façon transversale que dans les silos, c'est une idée théorique. Dans la réalité vraie, on est beaucoup plus peinard dans les silos que dans un travail transversal. C'est comme ça, hein, c'est la vie, je vais y revenir. Donc, on a bâti ce type d'organisation et d'un certain point de vue, on a segmenté nos clients sur nos propres nécessités techniques. Vous voyez, il y a très longtemps, je citais un exemple à partir d'une étude que j'avais faite pour L'Oréal, mais je ne le cite plus beaucoup maintenant parce que ça m'énerve de toujours citer les mêmes exemples. Mais j'avais fait une étude à L'Oréal pour montrer que dans les salons de coiffure, on découpait le client selon les tâches à accomplir. C'est-à-dire, on faisait passer le client ou la cliente du bac au banc. Pourquoi? Parce qu'on disait, mais il faut bien que je vous lave les cheveux d'abord, donc vous allez aller au bac.
Ok, très bien. Puis une fois que vous avez les cheveux, il faut bien qu'on vous coiffe. Donc vous alliez au banc. Et vous étiez tellement habitué à cette forme bureaucratique du travail que tout en étant mouillé, hirsute et ridicule, vous acceptiez de traverser le salon de coiffure pour aller du bac au banc. Mais le client, il n'est pas d'un côté le bac, de l'autre côté le banc. Et donc, vous avez vu aujourd'hui que les salons de coiffure ont compris ce genre de choses, puisqu'on essaie de faire, pas dans tous, mais en principe, tous les actes sans faire bouger le client. Mais vous voyez, pendant toute cette période, c'est le client qui suivait le process. Et ce n'était pas le process qui était adapté au client. Vous voyez, c'est ça, une organisation endogène, je pense, petit exemple, pour vous le faire comprendre. Donc, on a bâti nos organisations sur nos contraintes techniques. Et puis, le deuxième problème qui se pose à tout producteur, c'est un problème humain. C'est-à-dire que derrière ces segmentations que l'on a créées dans nos organisations, on a mis des spécialistes. Derrière les spécialistes, on a mis des avantages, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, ces organisations, elles étaient destinées fondamentalement à protéger le client, à protéger le salarié ou celui qui travaillait dans l'entreprise, beaucoup plus qu'à servir le client. Les protéger en face de quoi? De quoi a-t-on voulu protéger les salariés tant que ça a été possible? C'est-à-dire, vous voyez, encore une fois, on va dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. Eh bien, on les a protégés contre les deux choses qui les menacent le plus, les salariés. La première, c'est le client. Je veux dire, là aussi, hein, vous le savez, le client est un problème. Vous le savez tous. Il n'y a que dans les business schools où on vous explique que c'est merveilleux, le client. À l'INSEAD, j'ai vu un séminaire qui s'intitulait « Building a Customer Obsessed Organization ». C'est-à-dire construire une organisation obsédée par le client. Je trouve que c'était un très bon titre. Je peux être obsédé tellement le client, il m'embête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est pas vrai. Moi, vous voyez, j'ai été prof dans le secondaire. Quand je faisais mes études, j'adorais aller au lycée le dimanche. Parce que le dimanche, il n'y a pas d'élèves. Et alors là, franchement, un lycée sans élèves, c'est quand même... voilà. Et d'ailleurs, ça ne vous étonnera pas, puisque sans doute que l'organisation la plus endogène qui existe, c'est l'éducation nationale. Si vous vouliez avoir un bon exemple d'organisation endogène, regardez l'éducation nationale et regardez comment elle se protège du client. Vous voyez, on va prendre 30 secondes pour prendre cet exemple. Je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire que les professeurs passent des concours difficiles. Moi, je vous demande d'être d'accord parce que je les ai passés, je vous jure qu'ils ne sont pas faciles. Voilà. Donc, soyez gentils, soyez sympas, vous voyez. Bon, moi, j'ai commencé dans l'enseignement. J'avais une licence, simplement, donc j'étais maître auxiliaire. Vous voyez, les fameux maîtres auxiliaires de l'enseignement, je m'en souviendrai toujours. Hein. Maître auxiliaire, deuxième catégorie, indice 248 de la fonction publique. Je devais avoir 20 ans. Et on m'a envoyé, alors... Pour ceux qui connaissent la région parisienne, on m'a envoyé en bas de la cité Champagne à Argenteuil. C'est charmant, hein, voilà. Et on m'a filé la 4e de transition, la 3e de rattrapage, la 4e d'accueil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, à peu près formidable. Et comme je n'étais qu'un auxiliaire, je travaillais 23 heures par semaine. À côté de moi, j'avais les Capésiens. Les Capésiens, c'est écrit dessus, hein. CAPES, ça veut dire certificat d'aptitude pédagogique. Donc ce qui distinguait les Capésiens de moi-même, c'est qu'ils étaient aptes. Donc comme ils étaient aptes, ils n'enseignaient plus que 17 heures. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors ensuite, il y avait les agrégés. Alors, pas Argenteuil, on ne va pas lui mettre des agrégés à Argenteuil, il ne faut pas rigoler non plus. Mais les agrégés, ils n'ont pas passé un certif. Hein. Ils ont fait 1 an de stage pédagogique. Donc eux, ils sont d'une compétence extraordinaire. Donc, ils n'enseignent plus que 15 heures, puisqu'ils sont extrêmement compétents, c'est normal. Après, vous atteignez le nirvana. Moi, quand j'ai atteint ça, c'est le bonheur de ma vie. La fac, formidable. J'ai été assistant. Vous savez, commencé comme assistant, 8 heures, j'avais 8 heures par semaine. Ensuite, vous étiez maître assistant, 6 heures par semaine, formidable. Ensuite, vous étiez maître de conf, 3 heures par semaine. Et moi, j'ai terminé ce parcours du combattant comme prof à Paris 10 Nanterre avec un équivalent temps plein, comme on dit, c'est joli, hein, un équivalent temps plein d'1 heure par semaine.
Et à la fin de ce parcours du combattant, vous n'enseignez plus du tout. Et qu'est-ce qu'on dit à l'éducation nationale de quelqu'un qui n'enseigne plus? On dit « il a réussi ». Voilà. C'est-à-dire que la réussite, c'est l'éloignement définitif de ce qu'est la mission de l'organisation, c'est-à-dire enseigner aux jeunes. Donc vous voyez, chaque fois, hein, je ne vous le cite pas rien que pour vous faire rigoler, chaque fois que ça a été possible, les organisations ont cherché à protéger leurs membres du client. Et alors, vous voyez bien comment, pour revenir aux organisations segmentées et séquentielles, on est protégé du client. Parce que le client, il va voir, mais c'est pas moi, c'est notre service, c'est pas mon service, non, c'est ce service. Oui, mais votre dossier, il est là, il n'est pas là, il est ici, etc., etc. Plus longuement. Et alors, vous le voyez très bien, d'ailleurs, du coup, devant ce type d'organisation, le client, il gueule jamais. Hein. Parce que s'il se met à gueuler, là, le dossier, il n'est plus nulle part. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terminé. Donc, vous voyez, c'est jamais ma faute, formidable. Donc, ces organisations, elles nous ont protégés face aux clients. Et ensuite, elles nous ont protégés, ces organisations, et là vous allez comprendre pourquoi le bien-être au travail s'est détérioré. Parce que là on va toucher au cœur de l'affaire. Ces organisations segmentées, séquentielles, elles nous ont protégés contre la chose que vous avez évoquée tout à l'heure, mais qui est en même temps, contrairement à ce qu'on raconte, la plus difficile à faire dans les organisations, la plus humainement coûteuse, la moins naturelle. Je ne sais pas, je vais manquer de mots pour le dire. Elles nous ont protégés de la coopération. Dans ce type d'organisation, excusez-moi, nous n'avons pas à coopérer avec les autres. Or, je voudrais vous dire une chose pour vous, pour que vous soyez cool, pour vous déculpabiliser, la coopération est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça n'est pas un comportement naturel. Je veux dire que s'il y en a parmi vous dans cette salle qui ont du mal à coopérer, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière. Vous êtes simplement des gens normaux. Il est beaucoup plus facile de ne pas coopérer que de coopérer. D'ailleurs, toutes ces organisations traditionnelles, là, en silo, dans lesquelles on ne coopérait pas, vous savez comment on le couvrait d'un... Ah, vous êtes gentil, merci beaucoup, madame. Voilà, vous êtes, on les appelait, vous voyez, le mot poli et joli de la non-coopération, c'était l'autonomie. Voilà, moi je suis autonome, c'est-à-dire que les autres ne vont pas venir m'emmerder. Voilà, c'est ce que ça veut dire l'autonomie, grosso modo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce type d'organisation, on n'a pas à coopérer avec les autres. Et pourquoi la coopération? Un petit mot là-dessus, puisque Madame parlait tout à l'heure à juste titre de l'humain. Vous avez utilisé cette expression, l'humain. Eh bien, vous avez raison. Si la coopération est quelque chose d'aussi difficile, c'est parce qu'elle met en situation de dépendance. Et voyez, Madame, si moi je dois coopérer avec vous, peut-être que vous allez dépendre de moi, mais moi je vais dépendre de vous. Et alors, on pourrait, pour s'amuser, poser la question à l'ensemble de la salle ici. Si vous prenez n'importe quelle situation quotidienne de travail, parce que quelquefois, on me pose des situations exceptionnelles, mais votre vie quotidienne au jour le jour, dans cette salle, combien de personnes adorent dépendre des autres? Oui, ça vous fait marrer. La question est idiote. Elle est stupide, la question. Et essayez de penser au temps et à l'énergie que vous dépensez pour essayer d'éviter toute situation de dépendance. C'est un combat quotidien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais quand Jean-Paul Sartre s'est exclamé « l'enfer, c'est les autres », vous venez de ça. Eh bien, la coopération, d'un certain point de vue, c'est ce qui nous amène dans l'enfer organisationnel. Le problème qui s'est posé, c'est que tant que le client n'a pas eu le choix, ben, ma foi, il a accepté ces types d'organisations qui n'étaient pas faites pour lui, qui étaient faites pour ceux qui travaillaient dans les organisations. Car quel est le coût de la non-coopération, du fonctionnement segmenté et séquentiel? Eh bien, le coût, c'est une détérioration de la qualité et un accroissement du coût. Nos amis de l'automobile, en leur temps, auraient dit c'est l'absence de coopération fondamentalement détériore le QCD. Voilà ce qu'auraient dit nos amis de l'automobile, c'est-à-dire le rapport qualité-coût-délai.
D'accord, hein, moins je coopère, plus je détériore la qualité et plus j'augmente le coût. Oui, c'est formidable. Mais je pourrais, pour vous amuser, en prendre un exemple dans la vie de famille. Voilà, mais pour ne pas vous heurter, je vais le prendre à ma famille. Hein. Parce que quand on parle des familles, vous voyez, supposez que ce soir, quand je vais rentrer chez moi, comment je vais le formuler? Oui, comme ça, vous voyez, supposez qu'il y a un match de foot à la télé. Formidable, hein, moi, je suis un grand amateur de foot. Voilà. Et supposez que, en même temps, il y ait sur une autre chaîne une de ces séries américaines stupides. Je dis stupide parce qu'elles m'empêchent de voir le foot. C'est pour ça que je les appelle stupides, n'est-ce pas? Voilà, ils voyaient bien que pour voir... Et mon épouse adore ça, ces séries américaines. Il y en a un tel nombre. Voilà, enfin, moi, j'y comprends rien entre les Dexter, les machins, les ceci, tout ça. J'y comprends rien. Mais bon, vous voyez bien que pour regarder le foot, je vais avoir un problème. Vous voyez bien ce que je veux dire? J'ai deux façons de gérer mon problème. La première, c'est sans coopérer avec mon épouse. Mais qu'est-ce qu'il va me falloir pour ne pas avoir à coopérer avec elle? Pourquoi de l'argent? Ah, je vous adore, monsieur. Il a dit, mais mon ami, posez pas... Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, parce qu'il est gentil, mais posez pas des questions stupides. Il y avait en général, achetez-vous une deuxième télé. Formidable. C'est-à-dire, donnez-moi des ressources supplémentaires et je n'aurai pas à m'embêter avec Madame Dupuis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, traduisez-le dans l'entreprise, mais c'est pour ça que dans les organisations, on passe son temps à vous demander des ressources supplémentaires, parce que c'est ce qui évite de s'embêter avec les autres. Et si effectivement, cher ami, j'ai une deuxième télé, ça va être formidable pour le vivre ensemble. Je vais vous dire, vous voyez, Madame Dupuis et moi, nous sommes mariés depuis pas mal d'années. Je ne me souviens plus bien, mais pas mal. Et alors, jamais une dispute, jamais une querelle. Vous voyez, c'est ce que vous adorez dans vos entreprises, le consensus, formidable. Alors, effectivement, on n'a même pas besoin de se parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait formidable, on a réduit la conflictualité à zéro. Ce soir, quand je rentre, je peux lui concéder le salon, elle regardera son truc, là, son Dexter, et moi, je peux pouvoir me réfugier dans mon bureau avec ma télé et regarder le match de foot. C'est formidable. Donc, vous voyez, on réduit chez nous la conflictualité à zéro. Ça, c'est le bien-être au travail. Le problème, c'est qu'il va falloir quelqu'un pour payer. Vous comprenez bien, il va falloir quelqu'un qui les paye. Qui c'est qui va les payer, les deuxièmes télés? Mais c'est vous. C'est vous. Vous êtes mes amis, ça va de soi. Mais enfin, au-delà de ça, vous êtes mes clients. Supposez que quand on m'a demandé de venir ici aujourd'hui, j'ai répondu oui, mais c'est 15 000 €. C'est un exemple. Hein. Je vois des gens ici là, qui s'inquiètent en disant oui, je ne vous l'avais pas dit. Bon. C'est un exemple. Mais si je vous dis c'est 15 000 €, vous allez faire un bond. Vous allez dire mais vous êtes complètement mégalo, vous êtes complètement fou, enfin ça ne va pas, la tête, etc. Mais je vais vous répondre, moi je suis le seul capable de faire ce genre de présentation. Ça veut dire que je suis un producteur qui domine complètement son client. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux externaliser sur le client le coût du bien vivre dans mon organisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Formidable, tant que le client n'a pas le choix, on externalise vers lui le bien vivre au sein de l'organisation. Maintenant, supposez que l'année prochaine, vous reveniez me trouver en me disant « Monsieur Dupuis, est-ce que vous voulez bien revenir faire une conférence ?» Moi, pour 15 000 €, je vous en fais une tous les jours. Hein. Bon, voilà. Donc, mais supposez que ce jour-là, vous me dites « Non, monsieur, aujourd'hui, vous êtes 20 sur le marché qui faites la même conférence. Donc, ce n'est plus votre prix, c'est mon prix. » Eh bien, si vous y réfléchissez, ça me fait passer deux messages. Le premier, c'est « Je ne suis plus disposé à accepter que tu externalises sur nous ton confort dans ton organisation. Donc, tu vas réduire ton prix, parce qu'aujourd'hui, le client a le choix. » Et le deuxième message, c'est « Comme vous êtes 20 à faire la même chose, non seulement tu vas réduire ton prix, mais tu vas améliorer ta qualité. » C'est-à-dire que vous êtes soudainement, parce que vous avez le choix, devenu un client normal, vous allez demander plus pour moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est la caractéristique aujourd'hui du pouvoir du client
qui demandent plus pour moins. Et vous voyez bien que du coup, excusez-moi de revenir à cet exemple amusant, je ne vais pas pouvoir gérer avec Madame Dupuis le problème du match et de la série américaine de la même façon. Vous le comprenez bien. Il va falloir négocier, il va falloir discuter. Ça va être moins simple parce que si je dis à Madame Dupuis, tu m'agaces avec ta série, je regarde le foot, elle ne verra pas sa série, mais je ne verrai pas le foot non plus. Voyez-vous, donc il va bien falloir que l'on entre dans des relations qui sont plus conflictuelles, plus difficiles à vivre, qui sont plus exigeantes, etc., etc. Donc, vous voyez, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que nous sommes passés petit à petit d'organisations du travail extrêmement protectrices à des organisations qui ont nécessité petit à petit que l'on se mette à travailler ensemble. Vous avez utilisé le mot coopération, je l'ai entendu tout à l'heure dans votre présentation, et je pense que vous aviez raison d'utiliser ce mot, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse coopération, elle n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que si on utilisait des termes qui sont un peu durs, on a déprotégé le travail. Alors, quand je dis qu'on a déprotégé le travail, je ne parle pas de l'emploi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en France, on a un tel problème de chômage, enfin, en France, on appelle le chômage l'emploi. Okay, mais c'est la même chose. Hein. On a un tel problème de chômage que l'emploi masque le travail. C'est-à-dire que, vous voyez, si on parle de protection, on pense tout de suite à l'emploi. Je ne parle pas de ça. Je dis on a déprotégé le travail, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens travaillent dans des organisations qui les protégeaient très bien face aux clients, face aux autres, préserver l'autonomie, on les a mis dans des situations dans lesquelles ils sont toujours confrontés davantage aux exigences des clients et ils sont toujours confrontés davantage aux autres avec lesquels ils doivent travailler, coopérer, etc., etc. Nous avons assisté à la mise en place d'organisations qui sont toujours de plus en plus dures à vivre, que d'ailleurs vous voyez s'exprimer à travers des mots simples comme la pression, par exemple. Vous voyez, on vit toujours sous la pression du travail, mais curieusement, ce n'est pas que la pression des chefs, c'est aussi la pression des autres, de ceux qui vous entourent, etc., etc. Et ces phénomènes de déprotection du travail dont on n'a souvent pas conscience, pourquoi on n'en a pas conscience? Parce que vous observerez qu'on a couvert ça d'un vocabulaire extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on l'a connoté idéologiquement. Enfin, coopération, c'est un terme très positif. Si vous dites « non, moi je ne veux pas coopérer hein, », pas du tout. Oh, mais on va vous culpabiliser. On va vous dire « mais vous n'êtes pas très ouvert aux autres hein. ». Vous êtes très renfermé, vous, quand même. Hein. Vous voyez, voilà, on a utilisé la transversalité. Formidable. On ne sait pas pourquoi la transversalité est mieux que l'horizontalité. Vous voyez, mais voilà, c'est un terme extrêmement positif. Le fonctionnement par projet. Voilà un mot positif aussi, les projets. Hein, c'est formidable, les projets, c'est un mot extrêmement positif. Parmi tous ces changements organisationnels, il n'y a qu'un mot qui n'a pas résisté quand même, c'est le mot matriciel. Voilà, ça n'a pas résisté parce que c'est plus dur, c'est plus difficile et c'est moins facilement compréhensible. Mais néanmoins, c'est des vrais phénomènes de détérioration et de déprotection du travail. Alors, la question qui se pose, c'est comment les entreprises, comment les salariés ont réagi à la déprotection du travail? Eh bien, ils y ont réagi par le retrait. Alors, il faut s'arrêter un instant sur les questions de retrait du travail, qui est un phénomène général. Alors, excusez-moi de faire une plaisanterie stupide. Le retrait du travail est un phénomène général, sauf pour votre cousine. Je dis ça parce que quand je parle de retrait du travail, j'en ai toujours un qui lève la main pour dire « oui, mais moi j'ai une cousine, je vous assure qu'elle est très investie dans le travail ». Donc je dis « c'est vrai, sauf pour votre cousine voilà, », qui elle est très investie dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les phénomènes de retrait du travail qui sont aujourd'hui un des sujets d'inquiétude les plus forts des DRH?
Ce n'est pas spécialement du retrait en temps. On dirait, ben, les gens s'en vont, quoi, etc. Qu'est-ce que l'on constate quand on étudie les statistiques de l'OCDE sur les temps de travail réels? On constate que le temps de travail effectif dans tous les pays de l'OCDE diminue. Il n'y a que le temps de travail des cadres qui diminue aussi, mais qui diminue moins vite que celui des autres catégories. Mais c'est un phénomène général. Il y a aussi ces phénomènes que j'ai eu l'occasion de décrire quelquefois, mais je ne vais pas m'y arrêter ici, qui sont les phénomènes que j'appelle de sous-travail. Là, c'est du vrai retrait du travail. Le sous-travail, c'est... Bon, voilà, les entreprises le calculent. Ce qu'on appelle le sous-travail, c'est lorsque, par rapport à un temps de travail effectif X, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas travailler tout. Par exemple, si vous prenez des postés, on va prendre cet exemple, qui travaillent, qui ont des postes à 7h32. Vous ne pouvez pas supposer qu'un posté va travailler pendant les 7h32 d'affilée. Ça n'est pas possible. Il y a une pause, il y a tout ce que vous voulez, le casse-croûte, etc. Mais on considère que quand le temps effectif de travail tombe en dessous de 60% du temps théorique de travail, on est en phénomène de sous-travail. Donc vous voyez, sous-travail, retrait du travail, et quand on parle du retrait du travail, c'est du retrait émotionnel du travail. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on rejoint votre thème de l'implication des gens. Hein, c'est là qu'a porté le retrait du travail, ce que l'on met de soi-même dans le travail. Je voudrais juste vous citer une petite anecdote qui va vous montrer ce que c'est que le retrait émotionnel du travail. Vous voyez, là, une des premières études que j'ai faites en sociologie, je l'ai faite avec celui qui a été pendant 15 ans mon maître en sociologie, qui m'a tout appris. Donc même s'il est mort il y a 3 mois, je crois, j'en profite pour lui rendre hommage, qui s'appelait Michel Crozier, qui est celui qui m'a absolument tout appris en sociologie. Eh bien, la première étude que j'ai faite, c'était avec lui en 1974, sur des 600 cadres du groupe qui s'appelait à l'époque Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Et j'ai retrouvé le questionnaire qu'on a fait passer en 1974, donc il y a 40 ans. Eh bien, il y a des questions que l'on ne pourrait plus poser aujourd'hui, non pas parce que les gens vous engueuleraient, pas spécialement, mais parce qu'ils ne comprendraient pas le sens de la question. Et il y en a une en particulier qui était « Seriez-vous tout à fait d'accord, plutôt pas du tout d'accord, avec l'affirmation suivante, la vie professionnelle se place au-dessus de tout ». C'est-à-dire, la vie professionnelle se place au-dessus de votre famille, au-dessus de votre conjoint, de vos enfants, vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon. À l'époque, cette question obtenait une réponse positive de 76%. C'est-à-dire 76% des cadres interrogés pensaient que leur vie professionnelle passait avant leur vie de famille, tout le reste, leur vie amicale, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si vous posez cette question aux nouveaux entrants sur le marché du travail, ils ont du mal à en percevoir le sens. C'est-à-dire l'idée, vous voulez me dire que ma vie ici au travail compte plus que mes mômes? Il vous regarde, voilà. Donc, vous voyez, l'investissement que vous mettez dans le travail est totalement différent de ce qu'il a été. Et donc, on se trouve en face de ce paradoxe. Vous voyez, j'essaie de vous reconstituer le mouvement dans lequel la concurrence s'accroît de façon dramatique. Pour faire face à cette concurrence dramatique, les entreprises ont de plus en plus besoin de l'investissement des salariés et on est dans une phase de désinvestissement des salariés. Vous voyez la question comme elle est difficile à gérer. C'est-à-dire, on est dans une phase où les salariés, finalement, produisent l'inverse de ce dont auraient besoin les entreprises. Donc, après avoir regardé ce qu'a été la réaction des salariés, quelle a été la réaction des entreprises face à ces phénomènes de désinvestissement du travail, face à ces phénomènes de fuite du travail, de fuite émotionnelle du travail, ou si je le disais d'une façon différente, je vais dire d'une façon différente. Moi, j'appartiens à la génération du baby-boom, la génération pour laquelle vous bossez tous actuellement. Donc, néanmoins, investissez-vous un peu quand même. Hein. Mais oui, c'est vrai.
c'est vrai, la génération chanceuse qui a tout dépensé sans se soucier de savoir qui paierait, quoi, grosso modo. Eh bien, moi, quand je suis arrivé à l'âge du travail, on m'a dit « tu vas te réaliser dans le travail ». J'y ai cru, mais je l'ai fait, et c'est super. Voilà, je peux dire ça. Aujourd'hui, les nouveaux entrants sur le marché du travail ont une perception du travail totalement opposée, qui est une perception utilitariste du travail. C'est-à-dire que vos nouveaux entrants, ils arrivent et ils ne viennent pas pour s'investir spécialement dans le travail, ils viennent pour y chercher le minimum de ressources qui leur permettra de vivre la vraie vie, qui ne se vit plus au travail, la vraie vie, dans la communauté de leur choix. C'est-à-dire une communauté sportive, une communauté de quartier, une communauté religieuse, une communauté sexuelle, une communauté je ne sais pas de quoi, là où se vit la vraie vie. Les phénomènes de désinvestissement du travail, c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises posent de façon si forte la question de l'engagement. Mais donc, pour reprendre notre propos, comment ces dites entreprises ont-elles réagi à ce désinvestissement au moment où elles avaient le plus besoin de l'investissement? Eh bien, je suis désolé d'utiliser un mot qui ne va pas vous faire plaisir, mais je vais le dire quand même. Les entreprises, globalement, je ne les connais pas les vôtres, globalement, les entreprises ont réagi par la coercition. Alors, Dieu sait si les entreprises ont horreur de ce mot, la coercition. Comment, me disent-elles, vous osez parler de coercition alors que nous pensons que l'homme doit être au centre de tout? Mais l'homme au centre de tout, vous savez, dans le management, c'est comme dans la politique, hein. Le vocabulaire a une fonction compensatoire des pratiques. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous avez observé en politique, chaque fois qu'il y en a qui font scission, c'est au nom de l'unité. Enfin, ça m'a toujours frappé, vous voyez. Je me souviens, vous êtes jeune, mais je me souviens de la création du PSU. Vous voyez, donc il faisait scission des socialistes, et il s'appelait PSU, Parti Socialiste Unifié. Donc je fais scission pour l'unité. Vous dites, redites-le moi, voyez, vous dites. Et quand M. Fillon s'est mis récemment en colère, là, après, vous savez, l'histoire Fillon-Copé, vous vous souvenez, il avait créé son petit groupe éphémère à l'Assemblée nationale, mais qu'il appelait comment? Rassemblement UMP. Donc, je fais scission pour me rassembler. Vous voyez, c'est comme PSU, c'est comme... voilà, c'est pareil. Donc, voilà, vous avez un vocabulaire qui compense ce qui a été votre pratique. Et bien, dans le management, c'est pareil. Vous voyez, vous mettez l'homme au centre de tout au moment où vous devenez le plus coercitif. Oui, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que j'appelle la coercition? Ce que j'appelle la coercition, c'est le trio infernal qui a envahi les entreprises et qui se compose des process, des indicateurs de performance et les process, les indicateurs de performance et les systèmes de reporting. Voilà ce que moi j'appelle le trio infernal. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire... Je vous remercie, madame, de votre approbation. Non, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'a pas dit qu'une bêtise. Voilà. Mais, alors, vous me comprenez bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut vivre dans un vaste happening où il n'y aurait pas un process, il n'y aurait pas un indicateur, il n'y aurait pas un rapport. C'est pas ça que je suis en train de dire, vous l'avez compris. D'accord ? Ce que je suis en train de dire, c'est que la machine s'est emballée. Comme tout le monde a voulu contrôler tout le monde, eh bien, on n'a pas su arrêter le curseur. Vous voyez ? Et donc, comme il s'agissait de garder tout sous contrôle, et chacun à son niveau souhaitait tout garder sous contrôle, eh bien, on a fini par produire une espèce de monstre. Et on fait aujourd'hui, finalement, plus la moindre confiance aux gens, on essaie de contrôler minutieusement tout ce qu'ils font en leur indiquant tout aussi minutieusement comment ils doivent le faire. Alors, le côté positif de l'affaire, c'est que ça produit l'effet inverse à celui espéré. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre un contrôle magnifique de l'organisation, ça fait perdre le contrôle sur l'organisation.
Alors, pour des raisons que vous comprenez parfaitement. Prenez l'exemple des process. Si vous en produisez, en particulier, il y a des grands producteurs de process dans les organisations, c'est les RH. Les RH sont des grands producteurs de process. Vous voyez, par exemple, vous dites ah, mais sur la mobilité, est-ce qu'on a quelque chose? Alors, on fait un process sur la mobilité, bien sûr, puisqu'on n'a rien sur la mobilité. Zoup, un process. Alors, fondamentalement, ces process, ils deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres. Vous voyez, c'est-à-dire, ils s'entrecoupent, ils se multiplient, ils se contredisent, etc. Bon, ce qui fait que, finalement, pour les cadres, au moins, le résultat n'est pas trop mauvais, puisque ça leur ouvre de la marge de jeu, ça leur permet d'opposer celui-ci à celui-là, etc., etc. Si vous prenez les indicateurs de performance, les fameux KPIs, formidable invention, les KPIs, c'est à peu près la même chose. L'autre jour, je travaillais avec des cadres d'ExxonMobil, des Américains. Je leur disais à peu près la même chose qu'à vous. Alors, il y a un bon Américain du Texas, puisque c'est ExxonMobil, donc c'est le Texas. Il me dit « Ah ben vous avez raison, vous savez combien moi j'ai d'indicateurs de performance ?» Alors, je lui dis « Non », il me dit « J'en ai 17. » Ah, je lui dis, vous avez de la chance, mais c'est quoi votre problème? Oh, ben quand même, 17, c'est beaucoup. Alors, je lui dis, écoute, si tu trouves que tu n'es pas assez libre, tu n'as qu'à en demander quelques-uns de plus. Voilà, comme ça, tu pourras faire tout à fait ce que tu veux. Hein. Voilà. Si tu as 25 indicateurs de performance, de toute façon, tu as tous les choix que tu veux après, tout ira bien. Quant au système de reporting, ce n'est pas une chose qu'elle est belle, le système de reporting. Pour vous reciter un autre exemple, mais là, je ne peux pas citer l'entreprise. L'autre jour, je travaillais avec une banque française de la place, là-bas à la Défense, et j'ai interrogé des jeunes cadres brillants, hein, des polytechniciens, des jolis esprits. En plus, ils étaient jeunes et rigolards. Donc voilà. Et par contre, leur seul travail, c'était de faire du reporting. Voilà, c'était leur seul boulot. Et alors, au bout d'une heure ou deux de conversation, ils se lâchent un peu, les gamins, et ils me disent, de temps en temps, quand même, dans nos rapports, on met soit une page Google, soit un poème de Victor Hugo. Alors, j'ai posé la seule question qui avait du sens. C'est-à-dire, pourquoi Victor Hugo? Et alors, ils m'ont répondu, parce que c'est les plus longs. C'est-à-dire, si on fait un concours, qu'on entame la légende des siècles, on en a pour... Alors, moi, je trouvais personnellement, je ne sais pas comment vous réagissez, que c'était un peu borderline quand même. Hein, c'est un peu gamin, quoi, on va dire ça comme ça, un peu potache. Donc je leur dis, vous ne faites jamais engueuler. Bon, ils disent non, puisque personne ne le lit de toute façon, donc on ne risque pas de se faire engueuler. Donc, mais néanmoins, vous voyez, le message que font passer tous ces outils est un message répressif, ou pour le dire autrement, c'est un message de non-confiance. Mais en même temps, l'entreprise y perd et elle va droit dans le mur, parce que du coup, ça centre toute l'action sur le comment et pas sur le résultat. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? C'est après tout, vous dites stop, moi j'ai suivi le process. Le résultat est dégueulasse, mais m'en fous, moi je suis couvert. Les Américains ont une très belle expression argotique pour ça. Je ne sais pas s'il y en a ici qui pratiquent l'anglo-américain, mais en argot américain, on appelle ça le CYA syndrome. Ça veut dire, je vais traduire après, le cover your ass syndrome. Si on va appeler ça le syndrome de protection en français, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, ah, moi, j'ai suivi le process. Le résultat est catastrophique, mais j'y peux rien, je me suis centré sur le comment. Donc, qu'est-ce que les entreprises commencent aujourd'hui à percevoir? Elles commencent à percevoir qu'elles vont dans le mur. C'est-à-dire que non seulement ça ne produit pas les résultats escomptés, mais ça a plutôt tendance à produire du mal-être, de la distance par rapport à l'entreprise, et ça fait passer un message de non-confiance. Donc, ces systèmes coercitifs, poussés à l'extrême, je le répète, comme ils le sont pour une bonne partie maintenant, atteignent aujourd'hui leurs limites. D'où quelque chose qui est fondamentalement intéressant, c'est la recherche de nouveaux modes de management dans lequel on va pouvoir retrouver ses salariés dans une relation qui soit une relation différente de la coercition. Alors,
Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. J'en sais rien. Le sociologue que je suis aurait tendance à vous dire, à chaque cas, sa solution. Donc, comme je ne connais pas le problème qui se pose chez vous, je ne peux pas vous dire quelle est la solution. La seule chose que je peux partager avec vous dans les 4 minutes qui nous restent, c'est qu'est-ce que je vois apparaître. Moi, qu'est-ce qui me frappe dans les entreprises que j'étudie et où je vois des gens qui cherchent d'autres modalités. Eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a 3 choses qui apparaissent, qui me paraissent un petit peu nouvelles, mais je vais insister surtout sur la première parce que c'est celle qui fait le plus problème en France. On voit réapparaître l'idée de confiance, on voit réapparaître l'idée de simplicité, on voit réapparaître l'idée de communauté d'intérêt. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur la confiance. Parce que, il y a des tas de gens aujourd'hui qui travaillent sur la confiance. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, avec un groupe de femmes qui s'appelle Financiel, qui financie elle, c'est-à-dire c'est un groupe de femmes de la finance, est en train de sortir un livre progressivement. Je pense qu'il va bientôt sortir sur pourquoi faut-il retrouver la confiance au travail. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion qui commence à se faire jour sur le problème de la confiance. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'en France, la confiance est perçue comme une notion naïve. Vous le savez bien. Je veux dire, depuis M. Alain Perfit, on sait, et pas même avant lui, que la France est fondamentalement une société de non-confiance. Et alors, vous voyez, ça vous paraît théorique, l'idée d'une société de non-confiance. Quand on a vécu 5 ans aux États-Unis, on comprend ce qu'est une société de non-confiance parce que les États-Unis sont fondamentalement une société de confiance. Voilà. Bon, nous sommes une société de non-confiance. Donc, c'est un concept naïf. Ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un vous dit « bon, ben, fais-moi confiance », tout de suite, on se demande ce qu'il vous cache. Vous voyez, c'est « oulala, oulala ». Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est sans naïveté aucune, comment peut-on instaurer ou améliorer les relations de confiance au travail? D'après ce que moi j'ai observé, il y a au moins une chose sur laquelle on peut travailler, c'est l'émergence de règles du jeu. Alors, quand je parle de règles du jeu, je ne parle pas de règles écrites, on va se remettre à faire des process. Hein. Vous voyez, mais c'est un peu, l'exemple idiot que je pourrais prendre, c'est la vie de famille. Vous voyez, qu'est-ce qui fait, vous prenez une famille moyenne française, le père, la mère et 2 enfants. Pour que la famille n'explose pas, il faut un minimum de confiance entre les membres de la famille. Vous comprenez bien. Alors, cette confiance, comment elle s'effectue? Elle s'effectue parce que chacun sait à peu près ce qui est acceptable par l'autre et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, les 2 époux savent ce que l'autre peut accepter et ne peut pas accepter. De la même façon que les mômes savent ce que les parents peuvent accepter et ne peuvent pas accepter. Et d'ailleurs, les parents savent ce que les mômes peuvent accepter et ne peuvent pas accepter. Très bien, ça permet de vivre à peu près en confiance. Ça n'a pas impliqué que l'on écrive sur la porte de l'appartement les process de la vie familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Avec peut-être l'exception de la salle de bain, peut-être. Où on pourrait, ce serait quelquefois utile, écrire le process de l'utilisation de la salle de bain. Voilà. Surtout si, alors je m'excuse mesdames, surtout si parmi vos enfants vous avez une fille adolescente. Donc là, il faudrait écrire le process d'utilisation de la salle de bain. Je parle d'expérience. Hein, voilà. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est ça la définition de règle du jeu. C'est la définition implicite ou explicite par les acteurs de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas quand ils travaillent ensemble. J'ai rapidement un exemple de règle du jeu que je vais prendre dans l'industrie en remerciant l'entreprise que je vais citer de me permettre d'utiliser cet exemple. Il y a 4-5 ans de ça, vous le savez, GDF et Suez ont fusionné. D'accord, pour me donner un groupe très important. Et au moment de leur fusion, Gérard Mestrallet, qui était le PDG, qui est toujours d'ailleurs, mais à l'époque le PDG de Suez, me dit « Est-ce que vous pourriez me faire une étude sur ce qu'on appelle, dans le blabla managérial, les différences culturelles ?»
c'est joli, les différences culturelles. Vous voyez, j'adore ça, les différences culturelles. Voilà. Ce qui veut dire, regardez si dans les pratiques on fait la même chose ou pas la même chose. C'est à peu près la même chose. Voilà. Bon. Et donc, moi j'avais étudié, pris un certain nombre de sujets, regardez si on les faisait pareil chez Gaz de France et chez Suez. Et alors, parmi les différences, j'en avais trouvé une formidable qui, au début de leur COMEX, les a fait marrer et après les a moins fait rigoler, qui était le rapport à la décision. Grosso modo, chez Gaz de France, quand une décision était prise, elle était appliquée. Voilà. Vous savez, les vertus des systèmes bureaucratiques. On l'a décidé, donc hop, on le fait comme ça, dans un ordre militaire. Chez Suez, au contraire, une décision était une bonne base de discussion. C'est-à-dire on prenait la décision, ensuite on allait discuter. Voilà. Et alors, quand je leur ai dit ça, ça les a fait marrer. Mais je leur ai dit, vous ne marrez pas, parce que c'est vous les premiers concernés, parce que, vous voyez, si vous n'y faites pas attention, vous allez vous entretuer. Au COMEX, vous allez vous entretuer. Parce que, lors de votre premier COMEX, la première chose que vous allez chercher à faire, c'est à répartir les territoires. Les chefs, ça commence toujours par se répartir les territoires. C'est comme ça. Hein, c'est l'aspect animalier des chefs. Vous savez, quand il y a un troupeau de n'importe quel animal, ils commencent par définir leur territoire. Mais dans les COMEX, c'est pareil, c'est bestial. Voilà, on va pouvoir dire comme ça, les choses comme ça. Mais alors, si vous répartissez les territoires, les gens de GDF vont considérer que voilà, les territoires ont été répartis, c'est comme ça. Alors que les gens de Suez, une fois les territoires répartis, vont tout de suite commencer à chercher à bouffer le territoire des autres. Donc, vous allez vous entretuer. Quelle est la solution pour vous faire un peu plus confiance? Vous allez définir les règles du jeu. Et vous voyez, quand vous avez de plus en plus à faire travailler les gens ensemble, demandez-leur, à leur première réunion, définissez vos propres règles du jeu entre vous et les sanctions qui sont liées à la non-observation de ces règles du jeu. Et bien vous verrez que vous réussirez à créer des relations qui soient davantage des relations de confiance. La question, c'est pas pour moi, la question de la simplicité. C'est difficile d'être simple. On le sait depuis toujours, c'est beaucoup plus facile d'être compliqué. Pourquoi aujourd'hui, dans les entreprises, est-il aussi difficile de revenir vers la simplicité? Mais parce que tous ces outils de coercition dont j'ai parlé tout à l'heure, personne ne sait qui les a émis. Vous observez que si vous interviewez les gens, voyez, prenez n'importe laquelle de vos entreprises, interviewez tout le monde et dites-leur, est-ce que vous pensez qu'on a trop de process? Vous n'avez aucun doute sur la réponse. Tout le monde va vous dire oui. Par définition, il y a trop de process. Et puis vous posez une seconde question, vous dites, et qui les a émis? Ben, c'est les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est personne individuellement les a émis, c'est toujours les autres qui les ont émis. Donc, aller vers la simplicité suppose des mises à plat qui sont un travail de bénédictin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vraiment, il faut absolument essayer de savoir d'où ça vient, de savoir ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut enlever, etc., etc. De la même façon que l'idée d'aller vers la simplicité, c'est aussi, pour gagner de la souplesse et de la rapidité, essayer de renoncer au territoire et aux hiérarchies. Ce qui complique les organisations, c'est les territoires et les hiérarchies. Vous voyez ce qu'on appelle les territoires, non mais ça dépend de lui, ah mais ça ne dépend pas de moi, ça c'est, ah oui mais ça c'est son terrain à lui, si j'y vais je vais me faire engueuler, etc. C'est comme les hiérarchies, oui mais pour faire ça il faut demander au sous-chef, qui a demandé au chef, qui a demandé au sur-chef, etc., etc. Ça vous donne des organisations extrêmement complexes et c'est très difficile de s'en défaire, vous savez pourquoi ? Parce que quand vous avez quelqu'un qui a passé 20 ans dans une organisation à devenir chef, et que d'un coup du seul, vous lui dites on s'en fout, ben, vous ne pouvez pas penser que ça va lui faire plaisir et qu'il va y renoncer. Voilà. Donc, si vous ne le gérez pas d'une façon humaine, comme vous avez dit, vous aurez beaucoup de difficultés. Alors, pour terminer, parce que j'ai dépassé mon temps, vous voyez ce que j'ai essayé de vous dire. En même temps, on est dans une situation difficile. C'est-à-dire quand vous posez le problème performance, bien-être au travail, vous ne posez pas une fausse question.
C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal-être au travail et il perturbe et il met en danger la performance. C'est lié à des modes de gestion que l'on croit rationnels et qui ne le sont absolument pas. Ils sont simplement coercitifs. Et en même temps, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y a de l'alternative. Et comme après tout, le management, c'est quelque chose de très créatif, on peut supposer que quand le nombre de dirigeants qui auront compris que l'on va dans le mur sera suffisant, alors on pourra entamer le virage vers d'autres formes de gestion, beaucoup plus axées vers la confiance faite aux gens et qui seront en même temps productrices de beaucoup plus de bien-être au travail, donc de performance. Voilà, je vous remercie. C'est pas du tout ça. Moi, je vais simplement vous dire ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit. D'abord, c'était passionnant de suivre toutes ces expériences, toutes ces initiatives, toute cette imagination que vous mettez à l'œuvre comme ça dans toutes vos entreprises. Et puis, il y a une chose, juste à l'introduction, qui m'a beaucoup frappé, c'est le nombre de fois que le mot de bienveillance est revenu. Vous voyez, la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire le fait de ne pas juger de façon catégorique les choses, vous voyez, et le fait de dire, bon voilà, essayons de comprendre quand même quelque chose. Dire que l'on comprend quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on accepte. Ça veut dire simplement qu'on fait un petit peu l'effort de ne pas être péremptoire par rapport à ce que l'on voit. Et je trouve que c'est un très grand progrès que ce terme de la bienveillance sorte à l'occasion de vos travaux. Alors, une fois que l'on a dit ça, moi j'ai repris 2 ou 3 questions qui m'ont frappé. D'abord, toutes les initiatives que vous avez présentées, encore une fois, nombreuses, variées, intelligentes, imaginatives, astucieuses, enfin je ne sais pas comment il faut dire, c'est très sympa de voir ça, quoi. Voilà, c'est la vie quotidienne des entreprises, voyez, on pourrait dire ça comme ça. Elles sont toutes destinées à résoudre quelque chose. Mais quoi ? Quoi ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser toujours une question, c'est quel est le problème ? Si on fait quelque chose, c'est quel est le problème. Et il ne faut pas confondre l'anecdote et le problème. Parce que quand vous voyez des gens qui font quelque chose, vous avez l'impression que c'est un problème. En fait, c'est un symptôme. Et vous allez voir que cette discussion n'est pas une discussion théorique, c'est pour vous une discussion extrêmement pratique. Vous voyez, par définition, si vous voyez des gens qui font quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez dire que c'est un problème, et c'est un problème par rapport à vous. Mais par rapport au fonctionnement de votre entreprise, c'est un symptôme. Et si vous n'êtes pas capable de faire cette distinction entre le symptôme et le problème, vous allez passer votre temps à trouver des solutions aux symptômes, pas à trouver des solutions aux problèmes. Je vais en prendre un exemple, parce que c'est vrai que la distinction peut paraître un peu intellectuelle. Et si c'est intellectuel, ça relève de l'insulte. Et donc, je voudrais essayer de la concrétiser pour vous en montrer les conséquences. Je vais remercier l'entreprise que je vais citer de m'avoir permis d'utiliser cet exemple. Il y a quelque temps, j'ai fait un travail pour la SNCF. C'est pas rien, la SNCF, hein, c'est un gros truc. Et je l'ai fait sur cette population de la SNCF que vous appelez les contrôleurs, même si ce n'est pas leur nom officiel. Voilà. Et vous savez ou vous ne savez pas, la SNCF a 11 000 contrôleurs. Ça fait beaucoup, hein, pour vérifier qu'on a des tickets. Et il y a quelque chose qui inquiète beaucoup la direction de la SNCF, c'est que lorsque un train, pour utiliser le vocabulaire local, est en situation hautement perturbée. Ce qui veut dire que c'est le bordel. Voilà. Excusez-moi, mesdames, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle hautement perturbé, c'est un train est très retardé, vraiment très retardé, ou un train est même bloqué quelque part. Ce qui inquiète la SNCF, c'est l'attitude des contrôleurs par rapport aux clients. Dans ce face-à-face, le contrôleur et le client, puisque les contrôleurs, dans un tel cas, soit ils esquivent le client, ils se cachent, enfin, pour dire les choses, soit même, si le train est bloqué, etc., ils quittent le train.
Bon, voilà, donc ça vous fait marrer parce que vous n'êtes pas dans un de ces trains. Voilà, bon. Si vous étiez, vous voyez que vous ne mariez pas. Alors, vous voyez, vu par la SNCF, c'est un problème. Donc, et comme ils disent que le problème c'est cela, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, on va former les contrôleurs à ce qu'ils ont appelé les attitudes de service. C'est bien, c'est être poli, quoi, hein, dire bonjour, bonsoir, bonjour, gna, 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 etc. Vous voyez, c'est j'essaie de gérer ce que je considère comme un problème en formant les gens à agir autrement qu'ils n'agissaient jusque-là. Eh bien, vous faites une erreur. Vous avez confondu le symptôme et le problème. Si vous essayez de comprendre un peu et d'analyser les choses, on ne va pas en faire l'histoire de la SNCF, mais vous comprenez que le contrôleur, lorsque le train est en situation perturbée, n'a aucune information à donner au client. Généralement, il ne sait pas si le train est stoppé, où il est, il ne sait pas pourquoi le train est stoppé, il ne sait pas combien de temps ça va durer, il ne sait pas si on va proposer une solution au client. Bref, il est dans une situation dans laquelle, comme diraient les sociologues dans leur jargon, sa stratégie rationnelle, c'est-à-dire la solution acceptable pour lui, c'est de ne pas faire face au client, parce qu'il n'a rien à lui dire, et il est le seul à avoir en face de lui les 500 furieux. Donc, vous allez vous dire, le problème, ce n'est pas l'attitude ou la psychologie des contrôleurs. Moi, par exemple, à la SNCF, certains me disaient, c'est une population perdue. Je me disais, fichtre, du point de vue du management, voilà quelque chose qui va beaucoup m'aider. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire? On va ouvrir des camps pour mettre les contrôleurs, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, on me disait, mais je vous jure que c'est vrai, mais ils sont feignants. Je ne sais pas, donc il y a 60 millions de Français, il y a 59 989 vaillants, et il y a 11 000 feignants, et ils sont devenus contrôleurs à la SNCF, et le pire, c'est que vous avez été assez con pour les embaucher. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien. Donc, par contre, vous comprenez la nature du problème, c'est-à-dire compte tenu du cloisonnement de la SNCF, les contrôleurs n'ont pas l'information nécessaire pour faire face au client, et donc la solution qu'ils trouvent, c'est d'esquiver le client. Donc à ce moment-là, vous vous rendez compte que mon problème, ce n'est pas d'agir sur les contrôleurs, c'est d'essayer d'agir sur la partie du système SNCF qui va permettre que l'information arrive sur les contrôleurs. Vous voyez, hein, cette distinction entre le symptôme et le problème par rapport à tout ce que vous êtes en train d'essayer de faire est quelque chose d'absolument capital. Voyez, et donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, vous ne précipitez pas sur votre symptôme, donnez-vous le temps de la compréhension réelle du problème. D'autant que, et ça rejoint tout ce que vous avez dit sur la communication, si vous vous donnez le temps de comprendre le problème et que vous revenez vers les salariés en leur disant, voilà ce qu'on a compris, eh bien les salariés auront le sentiment que vous les avez écoutés. Si vous vous contentez seulement de mettre vos salariés autour d'une table et les faire parler, et en disant, bon, à la fin, voilà ce que j'ai entendu, et que vous leur répétez ce qu'ils ont dit, ils vont dire, oui, ben oui, c'est ce que, oui, ça, on n'a pas besoin de toi, hein, puisque c'est effectivement ce qu'on a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas besoin de quelqu'un pour le répéter, on sait ce qu'on a dit quand même. Vous voyez, alors que si vous êtes capable, à partir de ce qu'ils ont dit, d'avoir reconstitué la réalité du problème, vous aurez fait de la valeur ajoutée, et ils auront le sentiment que vous les avez écoutés. Or, autant vous avez parlé de communication dans vos travaux, autant vous n'avez pas parlé d'écoute. Donc ça veut dire que vous communiquez ce que vous avez envie de leur dire, pas forcément ce qui les intéresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce qui les intéresse, c'est que vous les aidiez à comprendre la réalité qui est la leur, et non pas ce que vous souhaiteriez simplement que ces gens-là fassent. D'accord? Donc, l'écoute étant la première phase de tout processus de changement, encore une fois, vous voyez, je vais le dire sous une formulation qui est une formulation qui vaut ce qu'elle vaut. Souvenez-vous toujours, d'ailleurs autant pour vos salariés que pour vos clients, c'est qu'écouter les gens, ça ne consiste pas à leur demander ce qu'ils veulent, ça consiste à le leur dire. Et je ne parle pas de manipulation. Je veux dire qu'a priori, vos salariés, ils expriment quelque chose comme ça, mais vous ne les aurez écoutés que si, à partir de ce qu'ils expriment, vous avez reconstitué l'univers dans lequel ils sont et ce qui fait qu'ils vivent le problème tel qu'il est. Et donc, à la fois, vous pourrez communiquer avec eux et en même temps, vous pourrez peut-être chercher des solutions qui soient liées à la réalité du problème et simplement pas aux symptômes tels que vous avez pu les percevoir.
Voilà. Ça, vous voyez, quand on est en charge du changement dans les organisations, c'est quand même un b.a.-ba des choses à savoir. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Et du coup, ça vous aidera sur la communication. J'ai été frappé dans ce que vous avez dit de votre ingéniosité sur la communication. Hein. Vous avez trouvé vraiment des tas de techniques, de moyens qui vont depuis les amener manger à l'extérieur. J'ai entendu ce qui est une bonne idée, à condition que le repas soit bon, parce que sans ça, vous ferez engueuler parce qu'ils ont mal bouffé. Et donc, vous aurez détruit par la nourriture l'initiative que vous vouliez prendre pour la communication. Mais surtout, ça nous permet de dire que la communication qui passe n'a rien à voir ou peu à voir avec les outils que vous utilisez et d'autre part avec la fréquence des outils tels que vous les utilisez. Ce n'est pas parce que vous avez 50 outils de communication différents que les gens écouteront ce que vous dites. Vous voyez, quelquefois, ça désespère parce qu'on utilise l'intranet, parce qu'on utilise la revue de l'entreprise, on utilise le bulletin quotidien, on utilise des tas de choses. Hein. Il y a même des entreprises qui, quelquefois, veulent faire des réseaux sociaux. Ouais, ce qui est... moi, je trouve ça très amusant parce que faire un réseau social d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on va dire c'est le Facebook local, quoi. Oui, mais il faut quand même contrôler ce qu'ils disent. Hein. Donc, il ne faut pas que ça sorte à l'extérieur. Donc, ce que les entreprises appellent le réseau social interne, ça n'est jamais qu'un intranet amélioré. Hein. Pas plus, hein, pas plus que ça. Donc voilà, si vous voulez, vous voyez, si on a une vision un peu systémique des choses, on part d'une véritable écoute des gens, c'est-à-dire de la réalité du problème dans lequel, à la fois qui marque l'entreprise dans laquelle se trouvent les gens. À partir de ce moment-là, on peut essayer de trouver des solutions et on peut essayer de communiquer là-dessus. Vous voyez, ça c'est quelque chose, pour tout vous dire, d'ailleurs moi j'ai appris ça il y a quand même un certain temps en travaillant avec Christian Blanc lorsqu'Air France faisait faillite. Voilà. Et que, ma foi, tout le monde s'engueulait, personne n'était d'accord sur ce qui se passait. À partir du moment où on a pu comprendre quel est le problème, le partager avec les gens, obtenir l'assentiment là-dessus, il a été possible de commencer de travailler sur quelques solutions. Alors, je voudrais revenir aussi sur un autre thème que vous avez abordé, qui est le thème valeur-stratégie. Moi, c'est des thèmes que j'aime bien. D'abord, communiquer la stratégie. Je vais vous faire part d'une expérience. Pour des salariés, une stratégie ne sera jamais claire tant que leur devenir à eux sera aléatoire. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pouvez expliciter, réexpliciter, surexpliciter votre stratégie. Si jamais le sort des salariés est pas sûr pour eux, du moins pas vécu comme sûr pour eux, il n'est pas toujours facile hein, d'assurer les salariés sur leur sort, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tant que les salariés seront inquiets sur leur sort, ils vous diront que la stratégie n'est pas claire. Donc, comprenez ce qu'ils vous disent. Quand ils vous disent la stratégie n'est pas claire, ils veulent vous dire « je suis inquiet ». C'est ce que veut dire le message sur la stratégie n'est pas clair. Donc du coup, la communication doit moins porter sur la stratégie qu'un effort sur ce que vous pouvez leur dire. Et vous ne pouvez pas les rassurer à tout prix quand la situation est fluctuante, mais au moins ce que vous pouvez leur dire sur leur propre avenir. Quant aux valeurs, alors je voudrais insister un instant sur les valeurs parce que c'est un domaine qui prête à confusion, les valeurs. Expliciter des valeurs ex nihilo, c'est-à-dire vous réunissez les gens, puisque c'est un exemple que j'ai vu, hein, en me baladant dans les trucs, vous réunissez les gens, et là, quelles sont nos valeurs? Ça n'a pas grand intérêt. Pas grand intérêt parce que c'est la belle devant son miroir, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on se souhaiterait. Et alors du coup, vous allez voir que les valeurs qui sont ainsi énoncées sont quelquefois d'une platitude à... Vous voyez, par exemple, une de nos valeurs, c'est le service du client. Formidable. Qui est-ce qui a comme valeur le client? On s'en fout. L'administration publique? Peut-être. Et encore, ce serait méchant avec eux. Or, toute affirmation qui n'a pas de contraire a peu de sens. Voilà. Donc,
autant je crois que les valeurs, c'est utile, autant je crois que ce qui va vous permettre d'avancer, c'est la façon d'élaborer ces valeurs. Et la façon d'élaborer ces valeurs, ce n'est pas simplement, soudainement, de réunir des salariés, a fortiori de réunir le comité de direction simplement en leur faisant quelles sont nos valeurs, mais même de réunir les salariés en disant quelles devraient être nos valeurs fondamentales. Moi je suggérerais plutôt un processus, vous voyez, hein, n'avez pas de regret, voilà, qui est en même temps quelque chose qui permet d'inclure les salariés, mais de les inclure de façon intelligente. Votre entreprise, elle a une stratégie. Alors bon, elle est ce qu'elle est, la stratégie. D'ailleurs, que l'entreprise soit grande ou petite, elle a une stratégie. Ce n'est pas un problème de taille d'avoir une stratégie. Voilà. Pour mettre en œuvre cette stratégie, vous avez besoin d'un certain nombre de comportements de vos salariés. Par exemple, quand on parle de la coopération, c'est un élément de la mise en œuvre d'une stratégie. Je prends un exemple simple et bête. Il y en a certains, j'en suis sûr, dans cette salle, qui sont en train de passer dans l'offre qu'ils font à leurs clients, c'est-à-dire donc dans leur stratégie, d'une offre de produits à une offre de solutions intégrées. Je suis sûr que, voilà, il y en a plein ici, comme ça. Mais alors, si vous dites, qu'est-ce qui va distinguer une offre de produit d'une offre de solutions intégrées? C'est que pour fournir à votre client des solutions intégrées, vous allez être obligé de faire travailler ensemble des gens qui appartiennent à des parties différentes de votre entreprise. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis des choses comme ça. Donc du coup, la collaboration ou la coopération, ce n'est pas un concept théorique, c'est un comportement qui vous permet de mettre en œuvre votre stratégie. Comment vous allez obtenir cette coopération? Comme je le disais tout à l'heure, pas en expliquant aux gens que la coopération, c'est mieux que la non-coopération. Parce que si vous leur dites ça, vous leur racontez des blagues. Ce n'est pas vrai. Mais vous allez l'obtenir en mettant en place les systèmes humains qui vont rendre la coopération, comment dire, rationnelle pour les acteurs. Or, le jeu sur les systèmes humains, sur les systèmes RH, a été relativement absent de vos débats, si j'ai bien suivi les débats, à 2 exceptions près. Sinon, je n'ai pas entendu parler des systèmes RH dans vos débats, à 2 exceptions près, mais je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cela? Je veux dire que si, par exemple, vous dites à vos salariés « la coopération est pour nous un élément essentiel pour mettre en œuvre notre stratégie ». Premier point. Deuxième point, vous continuez à les évaluer sur une base strictement individuelle. Eh bien, vous créez, comment on dit en français, de la discrepancy en anglais, vous créez un écart, merci, excusez-moi, vous créez un écart entre ce que vous dites à l'acteur de faire et le contexte dans lequel vous le mettez. Et comme malheureusement pour nous, ce qui est un drame, les gens sont intelligents, parce que c'est le drame du management. Le management serait 100 fois plus facile si les gens étaient idiots. C'est un rêve d'ailleurs de piloter des gens idiots. C'est d'ailleurs pour ça que vous créez tant de process. C'est pour les rendre idiots. Le process, c'est ce qui permet d'éviter l'aléa de l'intelligence humaine. Voilà, c'est comme ça. Mais malheureusement, les gens sont intelligents. Donc, s'il y a un écart, merci madame, entre ce que vous leur dites de faire et le contexte dans lequel vous les mettez, les acteurs s'adapteront toujours au contexte et n'auront rien à faire du message. Donc, vous voyez, petit à petit, on avance, vous avez une stratégie, cette stratégie doit se traduire par des comportements et en utilisant les systèmes RH en particulier, pas exclusivement uniquement, vous pouvez mettre vos acteurs dans un contexte dans lequel ils vont avoir les comportements que vous souhaitez. Et ça n'est qu'à ce moment-là, au moment où vous êtes sûr qu'ils ont ces comportements, que vous pouvez les traduire en termes de valeurs. En d'autres termes, les valeurs, c'est un résultat de ce que vous avez fait, ça n'est pas ce qui initie l'action. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'idée que les gens se comportent suivant leurs valeurs est une idée naïve. Les gens rationalisent leur comportement en termes de valeurs. Donc, si vous êtes sûr que les acteurs ont ces comportements parce que vous avez tout fait pour les créer, alors à ce moment-là, vous pouvez ensuite les exprimer en termes de valeurs, alors que si vous le faites l'inverse, vous ne générerez que du cynisme.
Et le cynisme, vous le savez, est extrêmement corrosif dans les organisations. Alors, ce qui m'a frappé aussi, un ou deux points, c'est que j'ai bien aimé plein de choses que vous avez dites sur la simplification, mais sans utiliser le mot. Mais on s'en fout des mots, hein, c'est pas grave. Voilà. Mais voyez, quand vous avez dit, par exemple, il y avait des choses très intéressantes, c'est toi qui sais. Voilà, donc le c'est toi qui sais fait sauter des notions de hiérarchie, par exemple, hein, puisque, après tout, nous vivons dans des organisations où plus on sait, plus on est censé monter haut dans l'organisation. C'est ce qui fait d'ailleurs un des drames français. Les PDG français sont supposés tout savoir. Voilà. Et s'ils ne savent pas tout, eh ben, ça pose problème. Vous voyez, donc un PDG qui dit « j'en sais rien » n'est pas légitime. Or, vous avez proposé des tas de choses très intéressantes qui peuvent dire, eh bien, on va directement avec les gens, on recueille directement ce que disent les gens. Enfin, il y avait là des domaines qui me semblent absolument essentiels, parce que non seulement ça va vers la simplification, mais ça va en même temps vers la confiance. Et vous voyez, dans le fond, je crois que c'est poussé par la contrainte, il n'y a que comme ça que l'on avance, que petit à petit, on va vers la confiance des salariés en se disant, mais ces salariés, ils savent des trucs, quoi, grosso modo. Voilà, ils savent. Donc, il faut qu'on soit capable de leur faire exprimer ce qu'ils savent. Et là-dessus, moi, j'ai lu plein de choses que vous avez dites qui étaient absolument passionnantes. Donc, de ce point de vue-là, ça aurait tendance à me rendre optimiste. Alors, juste un dernier point, pour capter votre attention sur un point. Sur le « c'est toi qui sais ». Vous voyez, c'est vrai, hein, c'est le salarié qui sait. Mais en même temps, il faut faire quand même attention à une chose. Vous voyez, si on veut laisser... C'est le problème de l'encadrement de proximité. Vous voyez, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui, tout dépend de l'encadrement de proximité. C'est normal parce que l'encadrement qui n'est pas de proximité est un peu paumé, grosso modo. Donc, puis vous avez remarqué que chaque fois qu'on est dans des situations de crise, on renvoie vers le bas. Parce que, voilà, on se dit peut-être qu'eux, ils feront mieux que nous, on fait en haut, quoi, grosso modo. Mais, vous voyez, sur votre encadrement de proximité, qui est celui qui est capable de vous faire parvenir une information que vous n'aviez pas, qui est capable de faire s'exprimer, il faut toujours se méfier à ce moment-là, de ne pas embrouiller l'encadrement de proximité par des demandes toujours plus nombreuses d'informations, de statistiques, de données, de comptes rendus, etc., etc. Parce que à ce moment-là, vous avez un encadrement de proximité qui petit à petit cesse d'être dans la proximité. De la même façon, je voudrais vous dire une chose, et ça revient à mon propos de tout à l'heure sur les process, sur les indicateurs et les machins, n'est-ce pas? Si vous cherchez à tout fixer par la règle, eh bien, vous allez petit à petit priver cet encadrement de proximité du moindre pouvoir d'action. Parce que ce qui permet d'avoir du pouvoir dans les organisations, ce n'est pas parce que vous avez dit aux gens qu'ils étaient chefs. Vous êtes d'accord, hein? Ce n'est pas « dis petit, t'as vu les galons hein, », parce que ça, tout le monde s'en fout des galons, d'accord? Ce qui va permettre aux gens d'avoir du pouvoir, le pouvoir nécessaire pour faire ce qu'ils sont chargés de faire, c'est qu'ils soient capables de contrôler quelque chose sur ceux qu'ils sont chargés d'animer, comme on dit quand on est poli. Si vous régissez tout par une règle qui vient d'en haut, eh bien, votre encadrement de proximité n'a plus capacité à décider de quoi que ce soit. Donc, il sort du jeu et vous aurez dans ce cas-là un encadrement de proximité qui, au lieu d'être pour vous un levier de management essentiel, comme il n'aura pas de pouvoir, se réfugiera dans la technique. Et au lieu d'avoir un encadrement de proximité de management, vous aurez un encadrement de proximité de technicien. Et ce n'est pas ce dont vous avez besoin pour effectivement réussir à recueillir la parole de ceux qui savent, comme vous l'avez dit dès le début. Voilà un certain nombre de remarques que m'ont inspiré vos travaux. Et le dernier mot sera pour vous dire que c'était très sympa. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est là qu'on apprend la vie
au quotidien que de regarder ce que vous avez dit, les expériences que vous avez énoncées. C'était très sympa. Et donc, il me reste à vous remercier de m'avoir permis d'écouter et d'observer tout ce que vous avez dit pendant cette matinée.